Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, nous parlerons de ces trois sociétés, GenFit, Nanobiotics et Poxel. Et dans l'interview, je recevrai Christian Omzi, président du comité stratégique de Celiad. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et on retrouve tout de suite pour ce point d'actualité Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors ils sont invités presque aussi régulièrement que vous pour ce point d'actu. Vous parlez de GenFit. La société était à Vienne du 10 au 14 avril pour l'International Liver Congress. Qu'est-ce qu'on a appris à l'occasion de ce congrès sur le foie et les maladies du foie? Alors côté GenFit, pas beaucoup de news, un petit peu de détails des résultats de la phase 2 obtenus dans la cholangite biliaire primitive, la PBC, où le produit de GenFit, l'Elafibranor, c'est le même qui est développé dans la NASH. Voilà, on a eu quelques détails supplémentaires dans cette indication et le produit se positionne très bien, il a de très bonnes données. Alors c'est difficile parfois de comparer parce que tous les investigateurs, il y a d'autres sociétés, il y a Genkyotex notamment, il y a Intercept, il y a CymaBay, n'utilisent pas les mêmes critères principaux d'études, donc les comparaisons ne sont pas évidentes, mais le produit GenFit aux yeux des observateurs se positionne très bien, et celui de CymaBay, la biotech américaine aussi, qui va se positionner un petit peu comme les deux produits un petit peu de référence dans cette indication. Dans cette indication, il y a l'OCA d'Intercept qui a déjà été approuvé, mais avec un profil de sécurité et de tolérance qui n'est pas terrible, donc il y a vraiment une place à prendre. Voilà pour les données de GenFit. Justement, on parlait d'Intercept. Qu'est-ce qui se passe là depuis 3 jours sur le cours de la biotech américaine qui se casse un petit peu la figure? Alors, effectivement, ils ont publié à l'occasion de ce congrès des détails sur les résultats de phase 3 de leurs produits dans la NASH. Ça, cette fois-ci dans la NASH, on a eu les premiers résultats, les top line results, comme on dit en début d'année. Ils avaient été d'abord salués parce que l'objectif était atteint, puis finalement il y a eu quand même une grosse phase de doute des investisseurs à cause, encore une fois, de ces problèmes de tolérance, de sécurité. C'est du prurite, c'est de la hausse du cholestérol. Donc là, ils ont publié des données, ils n'ont rien donné de vraiment nouveau, il n'y a pas d'informations nouvelles à proprement parler. Ils ont fait un exercice de retraitement des données en prenant seulement une partie de la population, en essayant de convaincre les investisseurs que le produit marchait très bien sur une partie de la population présélectionnée. Non, justement, pas présélectionnée, post-sélectionnée. Ça n'a pas convaincu les investisseurs. La société est un peu soupçonnée de préparer une augmentation de capital et d'avoir préparé un petit peu toute cette communication pour faciliter. Comme ça ne convainc pas, il y a une grosse chute du titre. Bon, la défiance s'accroît vraiment sur Intercept. Ça profite à GenFit en bourse? Alors, c'est difficile à dire parce que les réactions boursières de GenFit ne sont pas spectaculaires. Néanmoins, quand on regarde un petit peu, il y a eu cette introduction sur le Nasdaq il y a quelques semaines, plus de 150 millions de dollars qui ont été levés, une dilution de près de 20%. Elle a été corrigée. Donc, en relatif, quelque part, GenFit a réussi à aller absorber cette dilution et à retrouver son cours et donc à gagner en capitalisation ce qu'elle est perdu en dilution. Il y a quand même un intérêt. En fait, les choses se font progressivement. Tant qu'on n'a pas de ces résultats de phase 3 sur GenFit, il n'y aura probablement pas d'explosion du cours. Mais petit à petit, la société se fait connaître auprès d'un nouveau public d'investisseurs qui valorise les valeurs NASH beaucoup mieux qu'on ne le faisait en Europe. Donc tout ça prépare le terrain, si les résultats sont bons, ça c'est la condition, mais si les résultats sont bons pour une revalorisation très forte du titre, mais bon, on va attendre la fin de l'année. C'est comme Game of Thrones, on va rester suspendu à chacun des épisodes jusqu'à fin 2019. Probablement, aujourd'hui GenFit, c'est la biotech française qui est le mieux capitalisée, c'est celle qui a peut-être les plus de chances d'offrir au secteur un grand succès en phase 3. Alors, autre bonne nouvelle pour Nanobiotics, cette fois-ci avec l'obtention du marquage CE sur son traitement, attention, je prends mon souffle, NBTXR3. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, on l'attendait, on va dire. Alors, bonne nouvelle, un marquage CE. Le cours a quand même bien progressé. C'est une autorisation de mise sur le marché, donc ça mérite quand même d'être salué dans le monde de la biotech, même si un marquage CE, c'est pas aussi, voilà, c'est pas une autorisation. C'est pas aussi fort qu'une autorisation sur mise sur le marché aux États-Unis, on va dire. Médicaments aux États-Unis. C'est pas une grande surprise, ça fait même 2 ans et demi qu'on attendait ce marquage CE, on se demandait bien ce qui se passait, il y a des problèmes avec les autorités de certification. Donc ça c'est une bonne nouvelle, la société en a profité d'ailleurs dans la foulée pour lever 30 millions d'euros, 29 millions exactement dans le cadre d'un placement privé. C'est surtout une validation réglementaire des bons résultats, qui étaient les premiers résultats de phase 3 obtenus avec le produit, qui s'appelle maintenant Ensify, Laurent. Plus de bêtises. Voilà, depuis ce marquage CE, des résultats obtenus dans le sarcome des tissus mous, positifs.
qui ont voilà, aujourd'hui une validation réglementaire avec ce marquage CE. Ouais, mais en fait, ce que vous m'avez dit hors antenne, c'est que c'est pas ça la bonne nouvelle et qu'on était peut-être passé un peu vite à côté. Nanobiotics a déposé, vous le savez, une demande pour s'introduire sur le Nasdaq. Enfin, ils ont rempli un document, ils n'ont pas de délai attaché à ça, ils ont rempli un document auprès de la SEC, l'autorité américaine. Il y a une nouvelle qui est passée effectivement un petit peu inaperçue, c'était fin mars, quand la société a présenté son plan de développement pour NC5, mais dans le cancer de la tête et du cou, oui. auprès de la FDA américaine. Ils ont obtenu, je dirais, un retour positif qui disons, qui augure bien de la possibilité pour Nanobiotics de mener une phase pivotale dans cette indication, peut-être dès la fin de l'année, voire peut-être début 2020. Donc ça, ce serait un sacré catalyseur pour voilà, pour alors le recours. les analystes attendaient plutôt un feu vert pour une phase 1-2, pour un premier essai clinique. Là, il semblerait que la FDA soit sur la base seulement de résultats obtenus seulement sur une vingtaine de patients prêts à autoriser Nanobiotics à faire une phase 3. Ça, c'est très important parce que il y a que le cocktail entre une société porteuse d'une technologie de rupture avec beaucoup d'essais cliniques en cours dans beaucoup d'indications, y compris en combinaison avec des checkpoint inhibiteurs. Ça, c'est déjà deux atouts forts. Quand en plus, on est prêt à lancer une phase 3 dans une indication où il y a un très fort besoin médical et on pourrait, en cas de succès, démontrer la capacité du produit à améliorer la survie globale des patients. Ce sera ça le critère, là. Ce sera ça le critère. Ce n'était pas le cas dans le sarcome des tissus mous. On a là un atout très sérieux pour aller vendre, entre guillemets, son dossier, pour aller convaincre des investisseurs américains. On l'a vu avec Erytech. Erytech avait cette fenêtre de tir dans le cancer du pancréas. Ils ont pu aller sur le Nasdaq. On pense qu'avec ça, Nanobiotics tient un atout pour y arriver et lever beaucoup d'argent sur le Nasdaq. Bon, on espère voilà. d'ici la fin de l'année. Une super nouvelle, ça. Et puis, on va terminer par votre coup de cœur Poxel. Poxel qui a publié récemment des essais de phase 3 x1 dans le diabète. C'est ça le coup de cœur ou c'est un peu plus que ça? Où il y a plus? Alors le coup de cœur c'est Poxel, voilà, c'est un petit coup de projecteur d'abord parce que des résultats de phase 3 positifs pour une biotech française, on n'en a pas tous les 15 jours. On va pas bouder notre plaisir. Quand on en a, c'est comme le marquage CE de Nanobiotics, on les salue, on en profite. Donc c'était en première ligne chez des patients de diabète de type 2 au Japon, dans le cadre du partenariat avec Sumitomo dont on a parlé déjà l'an passé. Ce n'est que la première manche parce que c'était times 1, mais il y aura times 3 puis times 2, ne me demandez pas. C'est dans le désordre. Voilà. Times 1 c'était le plus facile parce qu'on a déjà des données de phase 2 chez cette population en première intention, en première ligne de traitement antidiabétique oral. Dans Times 3, ce sera chez des patients insulinodépendants. Là, on ne sait pas encore en clinique chez l'homme ce que ça va donner. Et Times 2, ce sera en association avec d'autres traitements oraux antidiabétiques. Donc là, on a des données parcellaires en phase 2, déjà un petit peu à quoi on s'attend. Incomplètes. Voilà. On est quand même sur une bonne tendance. On pense que le produit a beaucoup de données cliniques en phase 2, mais aussi en phase préclinique. Il a de bonnes chances de s'imposer, d'obtenir une AMM. L'objectif, c'est 2021 sur un marché au Japon où il pourrait toucher toute la population de patients diabétiques de type 2. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il ne manquerait plus que Poxel soit présent dans la NASH. Alors, oh, la grosse perche. Belle perche, effectivement. C'est la deuxième raison de notre coup de cœur, c'est que effectivement, Poxel a beaucoup d'atouts dans la NASH. Ils ont ce produit dont on a déjà parlé sur le plateau, EPXL 770, qui est un activateur des AMPK, qui pourrait donc, on aura des résultats de phase 1-2 d'ici la fin de l'année. C'est un produit qui pourrait être prêt pour une phase finale début 2020. Ah, direct, phase finale après Après, non, enfin, c'est une phase 2 qui est en cours, donc logiquement, on aurait des résultats prêts qui prépareraient une phase pivotale. On a un autre produit qui s'appelle PXL 065, qui est un dérivé de pioglitazone, donc une espèce de cousin des pipards, comme le produit de GenFit. Ce produit-là, il n'est qu'en phase 1. Il y a des résultats aussi qui sont attendus cette année, mais comme c'est un dérivé d'un médicament connu, la pioglitazone, il pourrait également entrer en phase pivotale début 2020. D'accord. Et la société Poxel a licencié à une biotech française qui s'appelle Enio Pharma, qui n'est pas cotée en bourse, un produit de la classe des FXR, des agonistes de FXR. Alors, comme Intercept cette fois-ci. Voilà, comme Intercept, et qui pourrait lui aussi être prêt à entrer en phase pivotale. Alors là, c'est plus un produit Poxel, mais enfin la société est quand même redevable à des redevances. Donc tout ça pour vous dire que début 2020, il va se passer des choses. Quand on aura tourné la page du premier peloton, les Intercept et les GenFit, qu'on sera sur la deuxième vague, Poxel aura en main ou indirectement 3 produits dans la NASH prêts à entrer en phase pivotale avec 3 mécanismes d'action différents. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça équilibre le risque, ça offre beaucoup de potentiel. On est en plus dans une maladie où on aura probablement des combinaisons. Donc on est sur une position forte. Donc si vous me suivez, on a
Imeglimin, le produit phare, ouais, dont on attend tous les résultats cette année au Japon, qui a aussi du potentiel en Europe et aux États-Unis avec le partenariat avec Roivant, qui a un potentiel de blockbuster quand on combine toutes les indications et toutes les géographies. Et derrière, pour un petit peu le deuxième chapitre de l'histoire de Poxel, on a la Nash avec 3 mécanismes d'action, 3 produits. Il y en a peut-être un quand même qui réussira. Voilà, on l'espère. Ce qu'on peut espérer. Eh bien super, merci beaucoup pour ce coup de cœur Pierre-Louis Germain. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois sur le plateau Christian Homsi, président du comité stratégique de Celiad. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, Celiad, c'est cette biotech belge introduite en Europe en 2013, aux États-Unis en 2015, spécialiste d'un traitement présenté par certains comme révolutionnaire pour certaines formes de cancer. Je veux bien sûr parler des CAR-T. On s'est dit, tiens, qui mieux que vous pour nous l'expliquer simplement et puis revenir peut-être sur ce qui vous différencie des autres acteurs dans ce domaine. Alors, les CAR-T, pour faire simple, ce sont des cellules immunitaires, donc des lymphocytes d'un patient et qu'on reprogramme, auxquels on donne des lunettes quelque part pour aller reconnaître un cancer et aller tuer le cancer. Donc ça, c'est en gros le domaine des CAR-T. Ça a pris beaucoup d'intérêt. Il y a eu beaucoup d'intérêt parce qu'il y a eu des résultats qui ont été quand même assez exceptionnels, qui ont été présentés dans un certain type de cancer. Ça, c'était fin 2015, début 2016. Contre la leucémie lymphoïde aiguë, où on avait des taux de rémission qui étaient extraordinaires. C'était fantastique. Donc révolutionnaire, c'est pas trop fort. Il y a vraiment là quelque chose de... C'est vraiment révolutionnaire. Je pense que le traitement du cancer dans les 15-20 années qui viennent vont s'appuyer sur une bonne partie sur les CAR-T. Comme ils se sont appuyés il y a 10 ou 15 ans sur les anticorps, la nouvelle vague, c'est les CAR-T. Il y a déjà des produits, des CAR-T qui ont été approuvés, c'était il y a 2 ans, à partir des résultats cliniques que vous mentionnez, Novartis, Gilead, qui avait repris Kite Pharma. Comment vous différenciez sur ce terrain-là? Vous êtes moins avancé évidemment, vous êtes encore en phase clinique précoce. Du point de vue technologique, peut-être aussi du point de vue médical, quel est votre positionnement, l'originalité de Celiad par rapport à ces en fait, il y a, comme vous le dites, il y a 2 CAR-T qui ont été aujourd'hui mis sur le marché, tous les 2 utilisant la même cible, ce qu'on appelle le CD19 pour faire simple. Oui. Et ce CD19 attaque un certain type de cancer. Donc Novartis a été principalement sur la leucémie lymphoïde aiguë, principalement de l'enfant, un petit peu de l'adulte, mais principalement de l'enfant. Et Kite a été sur le lymphome no-Hodgkinien, donc principalement les maladies d'adultes ou de personnes âgées. Et ils ont progressé de façon parallèle, avec des petites différences entre le produit l'un et l'autre produit. Ils ont maintenant obtenu l'autorisation de mise sur le marché, aux États-Unis et en Europe en particulier. Donc, il y a aujourd'hui à peu près 150 entreprises dans le domaine des CAR-T. La majorité d'entre elles étant en Chine. Ça fait beaucoup de concurrence. Énormément. La majorité d'entre elles étant en Chine. Mais plus de 80% d'entre elles travaillent sur soit cette cible CD19 en particulier, pour de nouveau le même type de cancer, ou une autre cible qui est en développement tardif qui s'appelle le BCMA, pour le traitement du myélome multiple. Donc vous avez une masse d'entreprises qui sont entre guillemets des suiveurs, sans que le terme ne soit péjoratif, des gens qui essayent d'améliorer ces CAR-T-là. Nous, notre CAR-T le plus avancé est un CAR-T qui cible tout seul 8 différents antigènes. On appelle ça des ligands. Et ce sont des ligands qui sont exprimés par des cellules qui sont stressées. Donc les cellules cancéreuses sont des cellules stressées. Et donc notre CAR-T est capable de cibler, théoriquement, 80% de tous les cancers. Il y a certains cancers où les cellules ne sont pas stressées, donc on oublie cela. Mais 80% de tous les cancers sont ciblables par notre CAR-T. Ça, c'est une première grosse différenciation que nous avons chez Celiad. Il y en a peut-être une deuxième. Vous développez à la fois des CAR-T autologues, des CAR-T allogéniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre technologie dans les CAR-T allogéniques, puis l'enjeu de cette technologie? Les premiers produits qui ont été approuvés sont des autologues fabriqués à partir des cellules et du sang du patient. Comment vous vous positionnez là? Alors, le gros avantage de la partie autologue, c'est que vous vous affranchissez de toute la problématique de greffon, c'est-à-dire de compatibilité entre le donneur et le receveur. Et donc, si vous avez la possibilité de recevoir un traitement CAR-T autologue, allez-y, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour vous. Maintenant, si vous vous adressez à des maladies comme le cancer colorectal ou bien certains autres types de cancers du sang, là, vous vous adressez à des populations où on parle de 100 000 patients ou 75 000 patients. Donc ça devient très, très difficile logistiquement parlant.
Puis il y a des délais de d'utiliser production. des délais de production Compliqué à très trop fabriquer, importants, compliqués. Il faut envoyer une cellule, revenir, une cellule qui revient. Donc c'est quand même quelque chose de lourd. Donc les approches qui ont été prises pour ce genre de maladie, ça a été d'aller vers des CAR-T, ce qu'on appelle allogéniques, c'est-à-dire qu'on prend des cellules d'un donneur, on en fait des banques, et puis on appelle ça du off-the-shelf, c'est-à-dire qu'il est prêt à être utilisé à l'hôpital. Ouais. C'est pas tout à fait juste, mais enfin, prenons ça comme approximation, et ils sont injectés chez le patient. L'avantage, donc, beaucoup plus simple au niveau logistique. Le désavantage, il y a le problème de compatibilité, si vous voulez. Alors, pour régler ce problème de compatibilité, il y a une approche qui a été utilisée, c'était d'enlever une protéine à la surface de la cellule T qui s'appelle le TCR, pour T-cell récepteur. Donc on enlève cette protéine. Comment est-ce qu'on enlève cette protéine? On enlève un marqueur de soi. Donc on enlève le gène qui code pour cette protéine. D'accord? Ça, c'est l'approche qui a été suivie, qui est aujourd'hui en expérimentation clinique. Les deux seuls aujourd'hui, c'est Selectis et Allogene, qui utilisent la technologie de Selectis d'ailleurs. Et c'est ceux qui sont le plus avancés aujourd'hui. Maintenant, nous, notre approche a été de nous dire dès le début, on va éviter d'aller toucher l'ADN du patient. Et donc, en touchant l'ADN du patient, pour nous, on estime que c'est utiliser une bombe atomique pour quelque chose qui, finalement, on pourrait utiliser un fusil de précision et toucher juste ce qu'on veut toucher. Et donc, ce que nous faisons, nous, donc pour produire une protéine, il y a 3 étapes. Il y a l'ADN qui code pour la protéine, il y a la transmission de cette information qui est l'ARN, et puis il y a la protéine en bout de chaîne. Et donc nous travaillons plutôt sur la partie intermédiaire, sur la RN, pour empêcher donc que le signal qui a été donné par le code initial ne soit transformé en protéine. C'est la particularité un peu de Célia, c'est sans édition génomique, c'est ce qui est souvent peut-être pas forcément compris par les investisseurs. Même qui, exactement. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de CRISPR-Cas9 en particulier. On fait la même chose, on fait exactement la même chose, avec certains avantages, je ne vais pas rentrer dans la science en particulier, mais certains avantages scientifiques en plus de ce que nous faisons, mais avec beaucoup plus de précision et de finesse que la partie d'édition de génome. Bon, alors il y a peu de temps, vous teniez vos journées recherche et développement, et vous avez présenté votre nouvelle plateforme shRNA. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette nouvelle plateforme? Comment elle s'inscrit par rapport à AlloShrink? C'est une nouvelle plateforme d'édition de CAR-T allogénique ou c'est plus que ça? Il faut considérer ça comme une boîte à outils. D'abord, vous faites bien de mentionner AlloShrink, donc nous sommes déjà en investigation clinique avec une approche allogénique sans édition de génome dans notre programme AlloShrink. C'est en cours, on aura le résultat d'ici la fin de cette année. On verra comment ça se développe. Mais ce que je peux vous dire à ce jour, parce que c'est une information publique, aucun patient n'a développé ce qu'on appelle la maladie du greffon, le greffon contre l'autre, à ce jour dans AlloShrink. Donc on a une expérience et quelque chose de potent. Ça fonctionne, cette approche, là où on inhibe le TCR au niveau de la protéine. Là, on va une étape plus haut, on inhibe le TCR au niveau de l'ARN. C'est ce que vous nous expliquez. C'est ce que je viens d'expliquer. Alors pourquoi cette boîte à outils est importante? Parce qu'au-delà de faire des CAR-T allogéniques, je vais y revenir, c'est une boîte à outils pour améliorer n'importe quel type de CAR-T. Donc vous voulez faire un CAR-T, par exemple, qui inhibe le PD1, donc un checkpoint inhibitor, comme on dit, pour l'ajouter, pour le rendre plus potent. Vous le faites avec la même plateforme. Et vous n'allez pas aller découper votre génome 12 fois pour chaque fois que vous voulez ajouter un paramètre supplémentaire. Donc là, on a un vecteur qui transporte notre CAR, qui transporte le shRNA, et qui transporte toute l'information qui est nécessaire. Vous faites une étape de production et vous avez votre CAR-T, qu'il soit allogénique ou autologue d'ailleurs. Donc c'est une boîte à outils très large. Gain de temps, gain d'efficacité, quand je vous écoute. Un temps d'efficacité, de coût de production, et puis surtout, vous voulez éviter de manger du maïs transgénique, là vous voulez encore moins avoir des cellules transgéniques chez vous de façon permanente. Donc là, si vous pouvez éviter ça et avoir le même résultat, c'est quand même un gros avantage. Donc ça, c'est le concept allogénique. Donc on a SIAD02 dans la partie autologue qui devrait rentrer dans l'étude clinique l'année prochaine, et on viendra à la suite un peu plus tard. Et alors là, ça veut dire que vous allez avoir 2 technologies pour faire du CAR-T allogénique. C'est en fonction des indications que ça se prêtera plus ou moins bien pour AlloShrink ou pour shRNA?
En fait, curieusement, quand nous testions notre première, en labo, notre première technologie, qu'on appelle la TIM, qu'on utilise dans HelloShrink aujourd'hui, on a utilisé comme contrôle le shRNA et l'édition de génome. Et puis on a trouvé que le shRNA fonctionnait aussi bien que l'édition de génome. Maintenant, TIM, il a été conçu pour travailler avec NKG2D, pour des raisons scientifiques qui sont un peu trop compliquées à expliquer ici, mais il faut considérer ça. TIM, c'est lié à NKG2D. Si vous voulez aujourd'hui faire un allogénique CD19, BCMA, NKG2D+, que sais-je, l'shRNA est beaucoup plus polyvalent que ça. Donc ça, c'est la différence entre les deux approches. Bon, quand on vous écoute, on voit qu'il y a beaucoup de projets en cours, Christian. J'ai l'impression que les 18 prochains mois vont être fournis, mais j'ai envie qu'on revienne peut-être à ce produit qui est le plus avancé de votre pipeline, hein, SIAD01, CAR-T autologue. Où est-ce qu'on est? Quels sont les grands rendez-vous pour ce projet, encore une fois, qui est le plus avancé de votre portefeuille? Alors, on a toute une série de rendez-vous sur les 18 prochains mois, mais comme vous le dites très bien, les 18 prochains mois sont une période vraiment charnière pour l'entreprise. Pourquoi? On a souvent tendance à voir, surtout les investisseurs qui sont peu au fait de la biotechnologie, ils ont souvent tendance à voir des résultats d'une étude A ou B comme étant blanc ou noir. Oui. En fait, quand on est en phase 1 et pas en phase 3, en phase 3, je suis d'accord, c'est blanc ou noir. Mais quand vous n'êtes pas en phase 3, que vous êtes en phase 1, ce que vous construisez, c'est des morceaux d'informations que vous ajoutez les uns aux autres pour arriver vers un produit que vous allez mener en phase 3. Donc aujourd'hui, d'ici la fin de cette année-ci, nous devrions avoir... Donc là, 2019. 2019. Nous devrions avoir toute une série d'informations autour de SIAD01. Que ce soit, donc aujourd'hui, pour rappel, on a 40% de réponses complètes avec SIAD01 en leucémie myéloïde aiguë, qui est un des cancers du sang les plus agressifs, ou le plus agressif. Donc, peut-on améliorer ce taux de réponse, aller au-delà de 40%, ou peut-on prolonger la durée de la réponse au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui? Ça, c'est le but de ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. D'ici à la fin de cette année, on aura les réponses à ces questions-là. Et donc, on espère pouvoir lancer d'ici la fin 2019 une étude de phase 2, probablement d'enregistrement, ou du moins je l'espère, qui va tenir en compte tous ces paramètres-ci pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc ensuite, on a SIAD02, qui est la version améliorée de SIAD01, la deuxième génération de SIAD01. Toujours autologue, qui devrait rentrer en étude clinique dans ce laps de temps, donc d'ici le milieu de l'année prochaine, et qui pourrait, je ne pense pas que ça le fera, mais qui pourrait, si les résultats sont extraordinairement meilleurs que SIAD01, supplanter SIAD01. Ce n'est pas le plan aujourd'hui. Aujourd'hui, SIAD01 va vers l'enregistrement, SIAD02, la génération 2 du produit, comme chez Bluebird, vous avez 21, 21, 21, 27, ce sont deux produits qui se suivent l'un l'autre pour la même indication. C'est la même chose chez nous. D'accord. Donc SIAD01 n'est pas un prédicteur de SIAD02, et SIAD02, on verra son chemin qu'il prend, et le SIAD01, le chemin qu'il prend aussi. Alors sur la deuxième partie, donc sur 2020, donc la deuxième partie de ces 18 mois, vous avez notre CAR-T BCMA allogénique shRNA qui est le 211, il y a un CD19 allogénique qui sort aussi, qui sera le 221, il y aura un 231. Donc ça, il suit cette nouvelle plateforme. Il suit cette nouvelle plateforme. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire une nouvelle plateforme? Vous me dites, il y a déjà un CD19 aujourd'hui en test en allogénique. Mais parce que les résultats que nous voyons aujourd'hui, nous et la communauté scientifique, ils sont bons en termes de taux de réponse, mais ils ne sont pas bons en termes de durabilité de la réponse. Nous pensons faire mieux que ça. Pourquoi? Je peux revenir dans les détails aussi. Ah si, c'est intéressant. Pourquoi, justement? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, la durée de la réponse est liée d'une certaine façon à deux paramètres. Soit vous arrivez à éliminer complètement les cellules cancéreuses. Là, il n'y en a plus. Vous avez une durée de réponse qui est infinie. Ou bien vous arrivez à avoir une durée de votre traitement, une durée de vos cellules qui reste suffisamment longtemps dans le patient pour éliminer sur une plus longue durée les cellules cancéreuses. Finalement, l'enjeu de shRNA par rapport à l'allogénique classique, c'est pas forcément d'être plus efficace tout de suite, c'est de durer plus longtemps. Quelque part, dans les tests que nous avons vus, ça a été également une surprise que nous avons observée, c'est que dans les tests que nous avons vus, nous avons pu voir, comparé à CRISPR-Cas9, que le nombre de cellules dans le patient, le nombre de CAR-T dans le patient est plusieurs logarithmes au-dessus des approches en édition génique, en particulier avec CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, au bout de 10 jours, vous n'avez quasiment plus de cellules dans le sang. Avec l'approche shRNA que nous avons testée, vous avez plusieurs logs de cellules. Les cellules gardent leur capacité à se proliférer. À se proliférer, exactement. Et ça, c'est très différenciant. Voilà. Et ça, c'est très, très différenciant. Parce que ça pourrait permettre d'avoir en plus une valeur ajoutée sur l'efficacité importante.
hypothèse, bien sûr, à ce stade. Alors, des résultats dans l'autologue, des résultats dans l'allogénique avec 100, la première plateforme, des essais qui commencent en 2020 sur le shRNA. Dans 18 mois, vous espérez que Céliad sera où notamment par rapport à la concurrence dans les CAR-T, où il y a beaucoup de sociétés, on a parlé de Cellectis, de Novartis, on a parlé de Gilead qui a repris Kite, il y a aussi de plus petites biotech. Vous espérez, si tout va bien, vous êtes où Alors mon ambition, maintenant je suis un peu plus libre d'en parler. Mon ambition à moi, c'est que fin 2020, nous soyons le leader en allogénique. Nous soyons la première société en allogénique, c'est-à-dire la société qui va être le plus avancée en termes de développement, c'est-à-dire avoir un produit qui soit en phase d'enregistrement en allogénique. Donc ça, c'est mon ambition pour l'allogénique. Est-ce que ça sera le BCMA, est-ce que ça sera le CD19, est-ce que ça sera le KGD? Je n'ai aucune idée. Aujourd'hui, vous êtes les seuls en clinique en allogénique avec Cellectis. Aujourd'hui, nous sommes les seuls en allogénique avec Cellectis. Nous espérons prendre le lead sur Allogène, Cellectis et tous les autres. Il y en a d'autres qui vont rentrer, donc on espère être en avant des autres. Ça, c'est pour la partie allogénique. Pour la partie autologue, donc NKG2D plus particulièrement, nous espérons être en phase d'enregistrement avec un produit NKG2D qui soit CF01 ou CF02 d'ici la fin de cette année ou début de l'année prochaine. Vous ne serez pas le premier en autologue puisqu'il y en a déjà, mais vous pourriez être les premiers à cibler avec un CAR-T autologue des indications qui sont aujourd'hui pas traitées par les CAR-T. Je pense que nous serons les premiers en leucémie myéloïde aiguë. On va terminer rapidement sur cette question, Christian. Vous avez dit, moi je l'ai lu sur Twitter, je ne veux pas être le Bouteflika de Céliad. Vous avez récemment pris de la distance, plutôt de la hauteur, on va dire, en devenant président du comité stratégique, laissant place de CEO à Philippe Aupetit. C'était ça justement, quel était le sens de cette décision? Elle est multifactorielle, mais il y a un des points très importants, je trouve, c'est que c'est de la bonne pratique, je pense, d'amener du sang neuf dans une entreprise. Donc d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles personnes. On ne s'accroche pas à son siège, on n'est pas là pour rester. On est là pour transmettre. Et en fait, la réflexion a commencé en milieu de l'année passée, quand j'ai eu le temps de prendre un tout petit peu de recul sur l'entreprise, en disant qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise dans les mois qui viennent? Qu'est-ce qui va l'amener plus loin, mieux, plus efficacement que ce que je ne peux le faire? Et je pense que l'arrivée de Philippot, donc en tant que CFO en juillet de l'année passée, en fait, ça a été un révélateur. On a vu quelqu'un qui était un scientifique, Philippot est un scientifique au départ, qui a tout le réseau de Wall Street puisqu'il était en banque d'affaires auparavant, qui a les codes de langage des Américains que moi je n'ai pas. Ça, c'est utile. C'est très utile. Et qui, en plus, dans les 6 mois où il a travaillé chez nous comme CFO, a pu s'intégrer autant à l'équipe européenne qu'aux États-Unis de façon extrêmement bonne. Et donc, pour moi, c'était idéal. Je pouvais passer la main à quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, puisque je l'avais vu à l'œuvre, plutôt que d'aller chasser quelqu'un de l'extérieur, puis il arrive et puis on ne sait pas. Ça ne se passe pas forcément bien. Ça ne se passe pas forcément bien. C'est la première fois qu'il est CEO, donc je l'aide de derrière. Donc ça reste lui qui est en avance, on s'entend bien. Mais je suis là pour l'aider. Et donc on est quelque part un tandem, lui et moi. Lui est en avant, moi je suis derrière. Et on va amener cette boîte là où elle doit être dans les mois qui viennent. On l'a compris en tout cas, 18 mois d'une actualité très chargée. Christian Bzi, vous reviendrez sur le plateau du Journal des Biotech en parler avec nous, j'espère. Quand vous voulez, avec Philippot peut-être la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent, merci Palais. Merci. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition. À très bientôt.